A vanished baroness, a masked ball, and Holmes already 2 steps ahead. Welcome to Mystère de Minuit. I am your host, Gustave. Let's grow this mystery-loving community. Drop a comment with your location. Your messages always bring a smile. Thank you for being here. Let's begin. C'est au cœur sombre de février, les becs à gaz de Londres projetant de longues ombres vacillantes sur les pavés mouillés par la pluie, que la singulière affaire de la baronne de La Fontaine éclata pour la première fois à notre attention. La fonte des neiges s'accrochait toujours obstinément aux gouttières, et le brouillard épais et jaune du début de soirée se pressait contre les fenêtres de Baker Street, comme si la ville elle-même cherchait à se mettre à l'abri de ce qui allait arriver. J'étais rentré tôt de ma tournée au dispensaire de Paddington, glacé jusqu'aux os et ne m'attendant à rien de plus dramatique qu'un dîner tranquille et peut-être l'un des nombreux traités de Holmes sur les différentes variétés de cendres de tabac à pipe. Mais le destin, comme il l'a si souvent fait dans nos logements communs, avait d'autres desseins. Holmes se tenait devant le foyer, sa grande silhouette drapée dans sa robe de chambre, son violon intact à ses côtés. Un télégramme crépitait entre ses longs doigts. Son regard n'était pas posé sur moi ni sur le feu, mais lointain, traçant déjà des lignes sur une toile invisible à mes yeux. « Vous avez l'air agité », risquai-je en retirant mon manteau et en l'accrochant près de la porte. « Je suis fiancé, Watson », dit-il avec cette intensité familière dans sa voix qui annonçait l'arrivée de quelque chose de profondément déroutant. Le jeu est en bonne voie, en effet, et quelle proie se présente cette fois? Il m'a remis le télégramme sans un mot. Je l'ai lu à haute voix. 2. Inspecteur Lestrade, Scotland Yard urgent. Une noble a disparu d'une pièce verrouillée, Belgrave Square. Témoin présent. Aucun signe d'effraction. Je soupçonne un acte criminel. Exigez Holmes immédiatement. Baronne de La Fontaine, disparue depuis hier nuit. Lestrade, j'ai levé les yeux, le poids du message commençant seulement à s'installer. Une disparition dans une pièce fermée à clé, j'ai demandé. Et une dame titrée, rien de moins. Cela fera sûrement sensation. Holmes se déplaça avec une précision exercée, arrachant son manteau et sa cape Inverness sur le stand. C'est déjà fait. La baronne de La Fontaine n'est pas seulement de sang noble, c'est une femme qui jouit d'une influence considérable dans les cercles diplomatiques. Les liens de son mari avec la légation de France rendent, par conséquent, cette affaire potentiellement internationale. Connaissons-nous des détails sur la disparition? Seulement ceci. Elle a été vue pour la dernière fois entrant dans sa loge privée peu avant minuit. La porte était verrouillée de l'intérieur. Ce matin, elle a été retrouvée toujours verrouillée. La fenêtre verrouillée. Elle avait disparu sans bruit ni trace. Il doit sûrement y avoir une explication rationnelle. Un passage caché, une porte cachée. Il m'a jeté un regard à moitié amusé. En effet, Watson, et c'est précisément parce que l'esprit rationnel se rebelle devant l'impossibilité d'un tel acte de disparition que Lestrade m'a convoqué dans un geste inhabituellement humble. « Venez, nous sommes attendus. » En quelques minutes, nous parcourions les rues enveloppées de brume dans un taxi grondant. Les lampes brillaient faiblement dans l'obscurité. Holmes resta silencieux pendant la majeure partie du voyage, les doigts croisés sous son menton, les yeux fixés sur un endroit que lui seul pouvait voir. Comme toujours, j'étais content d'observer son processus et d'attendre que la clarté émerge des nuages tourbillonnants de mystère. Belgrave Square se dressait devant nous. Ses grandes façades plongées dans l'ombre, les fenêtres de l'hôtel, de La Fontaine éclairées comme des phares sur l'obscurité. Dehors, 2 agents en uniforme montèrent la garde, le souffle fumant dans l'air glacial. Alors que nous descendions, Lestrade lui-même sortit de l'embrasure de la porte, son trench-coat mouillé par la neige fondue et sa moustache tremblante. Dieu merci, Holmes. Celui-ci me dépasse. Holmes n'offrit aucune plaisanterie. Emmène-moi, dans la chambre, comme vous le souhaitez, mais je vous préviens, c'est aussi étrange que possible. 6 témoins dans le salon disent pas qu'elle était seule. La porte était verrouillée.
Aucun signe de violence, aucun cri, et rien ne manquait à part la baronne elle-même. Et la fenêtre. Boulonnée de l'intérieur, le givre est toujours intact sur le rebord extérieur. Holmes eut un léger sourire. Délicieux, continuez. Nous sommes donc entrés dans la maison de la baronne disparue, ignorant donc la sombre mascarade d'identité, de motifs et d'orientations erronées qui nous attendaient dans ces couloirs drapés de velours. La maison du baron et de la baronne. De La Fontaine était un monument de la retenue aristocratique, son extérieur gris et sévère, comme la façade de pierre d'un ancien château français mal à l'aise transplanté sur Belgrave Square. À l'intérieur cependant, la maison était un théâtre de velours, d'acajou et de tranches dorées. Des tapisseries françaises ornaient les murs, tandis que l'air portait de légères traces de lavande et de fumée de pipe. Deux parfums que je n'aurais pas imaginé coexister, et pourtant c'était le cas. Lestrade nous conduisit à travers un couloir rempli de moquettes et de silence. Des serviteurs se tenaient raides le long des murs, les yeux baissés et les lèvres serrées. L'ambiance était tendue, non seulement parce qu'une noble avait disparu, mais aussi parce que le caractère impossible de sa disparition faisait allusion à quelque chose de plus profond, de non dit, qui infectait l'air comme une contagion. Holmes se déplaçait rapidement, ses yeux parcourant les couloirs, les tableaux, les chandeliers, le fil de soie accroché à un poteau de rampe. Il a tout absorbé sans rien dire. Nous arrivâmes enfin à la loge de la baronne. La voici, dit Lestrade, désignant une porte polie avec des ferrures en laiton, verrouillée de l'intérieur, comme je l'ai dit. Nous avons dû le démonter. Les dégâts étaient évidents. Le bois autour de la serrure s'était brisé, mais la pièce elle-même n'avait pas été touchée depuis. Holmes entra avec le pas prudent d'un homme pénétrant sur un terrain sacré. La pièce était élégamment féminine. Une grande vanité, sculptée avec un miroir triptyque, se dressait contre le mur. Sa surface parsemée de pinceaux, de flacons de parfum et d'une houppette à moitié utilisée. Un châle en soie était soigneusement drapé sur une méridienne en velours. À côté, une tasse de thé intacte reposait sur une petite table en marbre. L'âtre brillait des dernières braises d'un feu récemment éteint. Quelle était sa routine habituelle ? Demanda Holmes en s'agenouillant pour inspecter le sol près de la cheminée. Lestrade désigna une femme qui se tenait dans le couloir. Une dame à l'air sévère, avec des lèvres fines et un bonnet enfoncé sur le front. Mademoiselle Catterly, la femme de chambre de la baronne, connaît son emploi du temps mieux que quiconque. La femme s'avança, la voix nette. La baronne était revenue de la réception de l'ambassadeur peu avant 11h30. Elle a souhaité une bonne nuit à la maison dans le salon, puis est venue directement dans sa loge. Je l'ai aidée à enlever sa robe comme je le fais toujours, puis je l'ai laissée à sa routine nocturne. Elle n'aimait jamais la compagnie lorsqu'elle se préparait à se coucher. La porte s'est fermée derrière moi. Je l'ai entendue bouger pendant peut-être encore 10 minutes. Puis, plus rien. Le ton de Holmes était doux. « Et quand as-tu soupçonné que quelque chose n'allait pas ?»« Au petit déjeuner, dit-elle. Elle sonnait toujours pour son chocolat du matin à 8h30 précise. Quand la cloche ne sonnait pas, je frappais. Pas de réponse. C'est à ce moment-là que la maison a convoqué le baron, et finalement Scotland Yard. Holmes hocha la tête, toujours accroupi près du foyer. Il attrapa un petit tisonnier en métal et tapota délicatement la grille du feu. Un léger tintement métallique répondit à son mouvement. Il a extrait quelque chose des cendres, légèrement noirci, mais indubitable. « Un bouton de manchette », murmura-t-il. Lestrade se pencha. Ce n'est sûrement pas le sien. En effet, non. Il s'agit clairement d'un homme, assez cher en plus, de l'or avec une incrustation d'onyx. Un savoir-faire français, d'après la gravure, curieux. Il le tendit à Lestrade et reprit son lent tour de la pièce. Pas d'empreinte de pas, dit-il doucement. Pas de tache sur la vitre, pas de poils étrangers sur la brosse. Aucun signe. De lutte. Une pièce tranquille, trop tranquille. Si nous devons croire qu'elle a simplement disparu, nous devons admettre qu'elle est partie sans déranger un seul objet sur son passage. Absurde,
dit Lestrade. Personne ne disparaît dans les airs, pas même les baronnes. Holmes se tourna vers la fenêtre et déverrouilla le loquet. Il s'appuya doucement contre les vitres, testa la charnière, puis regarda dehors. La baronne souffre-t-elle de maladies connues, de troubles mentaux, d'épisodes de confusion, ou d'hystérie? La servante se hérissa. Certainement pas. Sa seigneurie était forte d'esprit et d'esprit. Elle avait des nerfs d'acier, monsieur, et était une personne des plus rationnelles. Bien, dit Holmes. Nous pouvons alors écarter la possibilité qu'elle s'égare dans un état de fugue ou qu'elle organise une évasion élaborée pour son propre amusement. Il jeta un coup d'œil à Lestrade. Et le baron, Lestrade, expira. Affligé de chagrin. C'est du moins ce qu'il prétend. J'avoue que je n'ai pas reçu grand-chose de lui. La noblesse française est un livre fermé. Parlons-lui. Nous suivions Lestrade jusqu'au salon, où le baron attendait près du feu, un verre de cristal à la main. Homme grand et mince d'une quarantaine d'années, le baron portait du noir de deuil avec l'élégance de quelqu'un qui est habitué à le porter. Son expression était stoïque, sa mâchoire serrée, même si j'ai remarqué que ses yeux se tournaient nerveusement vers la porte lorsque nous sommes entrés. « Baron de La Fontaine », dit Holmes en s'avançant avec un gracieux signe de tête. « Permettez-moi de vous exprimer mes sympathies et de demander votre indulgence. » Le baron désigna 2 chaises. « Merci, monsieur Holmes. Tout ce dont vous avez besoin, je suis à votre service. Ma femme est tout pour moi. » Vous étiez avec elle à la réception de l'ambassadeur? Oui. Nous sommes arrivés vers 9 heures. Elle était de bonne humeur, charmante tout le monde comme d'habitude. Nous sommes partis juste après 11 heures. A-t-elle mentionné des inquiétudes, des rencontres inhabituelles? Le baron hésita. Non, même si elle semblait quelque peu distraite vers la fin de la soirée. J'ai demandé si elle n'allait pas bien, et elle a souri mais n'a rien dit. Holmes inclina la tête. « Vous êtes resté dans vos propres appartements après votre retour? Je me suis retiré immédiatement. J'étais fatigué. Je n'ai appris sa disparition que lorsque les domestiques m'ont réveillé. » Holmes l'observa pendant un long moment. « Et qu'en est-il de ses connaissances? Y avait-il quelqu'un de nouveau dans son orbite sociale, quelqu'un dont les attentions auraient pu être importunes ou inhabituellement persistantes? » La mâchoire du baron se serra. Elle avait des admirateurs. Une femme de son charme et de sa stature en a toujours. Mais elle n'en a pas écarté aucun avec courtoisie. Elle n'a jamais été inappropriée. Et personne d'autre dans la maison n'a rien entendu, pas de craquement dans l'escalier, pas de voix chuchotée, rien. La maison dort profondément, monsieur Holmes. Holmes se leva. En effet, trop solidement, pourrait-on dire. Il se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant qu'une seule fois pour jeter un coup d'œil en arrière. « Baron, si vous le voulez bien, j'aimerais une liste de tous les invités à la réception de l'ambassadeur hier soir. Nom, profession, titre, le cas échéant. »« Vous soupçonnez quelqu'un de la fête ?» demanda le baron, visiblement surpris. « Je ne soupçonne rien pour l'instant, » répondit Holmes, « mais j'observe beaucoup. Merci pour votre temps. » Nous nous retirâmes et tandis que nous repartions dans le couloir sombre, je me tournai vers Holmes. « Vous pensez que quelqu'un l'a fait? Sortir clandestinement de la maison? Mais comment si la fenêtre et la porte étaient toutes deux sécurisées? Patience, Watson. Le comment cède toujours au pourquoi, et le pourquoi pointe souvent vers le OMS. » Il s'arrêta et regarda vers la loge, puis vers le bouton de manchette dans la main de Lestrade. Un homme était dans cette pièce la nuit dernière, malgré toutes les indications contraires. Et la baronne n'a pas lutté, il n'y a aucun signe de force ou de panique. Soit elle est partie de son plein gré, soit elle n'est jamais partie du tout. Il se détourna, son expression illisible. Mais sûrement, dis-je en fronçant les sourcils, cela nous conduit à encore plus d'impossibilités. Holmes offrit un de ses sourires énigmatiques. « Excellent, Watson. Alors nous sommes exactement sur la bonne voie. Le lendemain matin apportait une lumière grise et cassante et un vent glacial venant de la Tamise.
Mais Holmes se déplaçait déjà avec son empressement habituel. J'avais à peine fini de beurrer mon toast qu'il sortit de sa chambre, manteau enfilé et expression allumée avec une intention calculée. « Viens, Watson », dit-il en retirant ses gants du manteau. Le brouillard s'est levé, et avec lui, je suppose une certaine illusion. Il est temps que nous rendions visite à notre premier suspect, même s'il ne sait pas encore qu'il détient ce titre. En effet, et qui pourrait être cette malheureuse âme? Holmes s'autorisa le moindre sourire. Eh bien, nul autre qu'un homme aux manières si parfaites, aux références si impeccables, que même le soupçon semble une intrusion impolie dans son aura. Naturellement, je fais référence à Vicomte Alistair Bainbridge. Ah, dis-je, me rappelant le nom de la liste des invités fournie par le baron. Un ami de la baronne? Un incontournable en sa compagnie. Jeune, riche, de lignée diplomatique et au charme réputé. Et, peut-être le plus important, connu pour avoir envoyé à la baronne une douzaine de lys rares, le matin même avant sa disparition. Et vous considérez cela comme important? En isolement, non. Mais les lys, Watson, sont funéraires par nature, symboliques de pureté, oui, mais aussi d'adieu. C'est la subtilité de tels gestes qui trahissent souvent bien plus que ceux que l'orateur veut. Nous avons trouvé le vicomte Bainbridge dans son club de Pall Mall, installé dans un fauteuil en cuir avec le foie en équilibre sur ses genoux. Il leva les yeux lorsque nous entrâmes, son regard se rétrécissant légèrement lorsque Holmes nous présenta. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, je suppose que vous n'êtes pas ici pour une partie de billard. » Holmes fit signe poliment de s'asseoir. « Malheureusement, non. Nous participons à l'enquête sur la disparition de la baronne de La Fontaine. » Une pause, juste la moindre. Mais un observateur chevronné n'aurait pas pu manquer la lueur de calcul dans les yeux du vicomte avant que ses traits ne reprennent leur calme soigneusement organisé. « Une affaire épouvantable, dit-il. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'elle est devenue. Le baron doit être hors de lui. » Holmes hocha la tête. « En effet, je comprends que vous étiez parmi les invités à la réception de l'ambassadeur. » Je l'étais. Une affaire plutôt ennuyeuse comme de telles choses ont tendance à l'être. Et la baronne? Elle a illuminé la pièce, comme toujours. Créature divine. Il est impensable qu'on lui fasse du mal. On vous a vu parler longuement? Avec elle, a poursuivi Holmes, près du conservatoire de l'ambassadeur de France. Bainbridge haussa un sourcil. Est-ce un crime maintenant, monsieur Holmes? Pas du tout. Mais je suis curieux de savoir quel aurait pu être le sujet de la discussion. Le vicomte bougea sur son siège. Fleurs. Des lys peut-être? Un sourire effleura ses lèvres. Alors, le baron a bavardé. Oui, je lui ai envoyé des lys. Rare un lys blanc arrivé de Nice. Ils étaient un signe d'admiration. Rien d'inapproprié. Holmes étudia le jeune homme. Admiration, en effet. Diriez-vous que la baronne vous a rendu votre regard? Je dirais qu'elle était d'une gentillesse sans faille, répondit Bainbridge, le ton se refroidissant. Mais c'était une femme mariée, et je respectais cela. Bien sûr, dit doucement Holmes. Et puis-je vous demander où vous étiez entre minuit et 2 heures ce soir-là? Le sang-froid du vicomte vacilla pour la première fois. À la maison. J'ai quitté la réception plus tôt. Demandez à mon voiturier. Il confirmera que je suis rentré seul et que je me suis retiré. Seul, mais pas sans être accompagné dans ses pensées, peut-être, demanda Holmes d'un ton léger, puis il se leva. Merci, vicomte. Si vous pensez à autre chose, j'espère que vous me le ferez savoir. Monsieur Holmes, dit Bainbridge, en se levant également, j'espère que vous ne suggérez pas que j'ai quelque chose à voir avec cette effroyable affaire. Pas du tout, a déclaré Holmes en enfilant ses gants. Mais je trouve que même les masques les plus polis peuvent cacher des expressions inattendues. Alors que nous retournions dans le vacarme animé de Pall Mall, je me tournai vers Holmes. Vous le croyez capable d'enlèvement? Je le crois capable de engouement, ce qui s'avère souvent une motivation bien plus dangereuse. Remarquez, Watson, avec quelle rapidité il s'est empressé de justifier sa conduite, avant même l'accusation, et l'anxiété soudaine à l'évocation de l'heure.
Mais la chambre de la baronne était fermée à clé de l'intérieur. Lui, ai-je rappelé? Holmes hocha la tête. C'est précisément pourquoi sa culpabilité, si elle existe, doit être masquée à la perfection. Pensez aussi au bouton de manchette. Le vicomte ne porte pas une telle ornementation. Alors ça ne peut pas être le sien. À moins, dit doucement Holmes, qu'il l'ait perdu intentionnellement. Ou mieux encore qu'il l'ait planté, sachant que cela redirigerait les soupçons ailleurs. J'ai froncé les sourcils. Mais qui alors cela impliquerait-il? Holmes m'a lancé un regard aigu. Exactement. Nous sommes retournés à Baker Street, pour un déjeuner tardif. Et j'étais en train de verser le thé lorsqu'on frappa à la porte annonçant l'inspecteur Lestrade. « Vous aurez envie de voir ça, dit-il sombrement, tendant à Holmes une fine enveloppe. Je viens de rentrer de la police parisienne. » Holmes l'ouvrit avec un couteau et en scanna le contenu. Ses yeux se plissèrent. « eh bien, murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. « Un reportage concernant le frère cadet de la baronne de La Fontaine, Étienne Marchand. Un joueur aux dettes extraordinaires, récemment démis de ses fonctions à l'ambassade de France à Londres. Apparemment, il a été vu dans la ville la semaine dernière, mais officiellement, il n'a pas traversé la Manche depuis des mois. » Lestrade siffla. « Vous pensez qu'il est impliqué? » « Peut-être, mais il se peut aussi que quelqu'un souhaite que nous pense il est impliqué. Viens, Watson. Je pense qu'il est temps que nous retournions à Belgrave Square et examinions de plus près les affaires du baron. »« Vous soupçonnez le baron ?» ai-je demandé, surpris. Holmes eut un sourire sans humour. « Mon cher Watson, je soupçonne tout le monde, jusqu'à ce que l'impossible devienne simplement improbable, et l'improbable, la vérité. » De retour à la résidence de La Fontaine, la maison restait sobre, les mouvements des domestiques silencieux, comme s'ils craignaient de déranger un fantôme. Holmes se rendit directement au bureau du baron, une pièce richement aménagée, remplie de livres reliés en cuir et dégageant une légère odeur de fumée de pipe. « Puis-je » demanda Holmes en désignant le bureau. Le baron, pâle et les yeux creux, hocha la tête. « Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. » Holmes examina les tiroirs, la poubelle, les livres de comptes, puis il s'arrêta, récupérant quelque chose derrière une pile de correspondance. « Une photographie, » dit-il. Il l'a retenue. Une image sépia de la baronne, riante, les yeux pleins de vie, se tenait aux côtés d'un homme plus jeune, dont la ressemblance avec elle était indubitable. Le dos était inscrit en écriture soignée, Haute Monsieur Vienne 1891. Étienne Marchand. Murmura Holmes. Il semble que ce ne soit plus un souvenir si lointain après tout. Je me suis penché plus près. Pensez-vous qu'il soit venu réclamer une dette ou faire taire une sœur? C'est la question, Watson. Mais il manque encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le mascarade, mon ami, la prestation. Jusqu'à présent, chaque pièce que nous trouvons semble arrangée. La baronne n'a pas disparu dans la peur ou la violence. Elle a disparu derrière des portes verrouillées, en silence, dans la routine. C'est le travail du théâtre, pas du désespoir. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Holmes fourra la photo dans son manteau. Pas qui a enlevé la baronne, mais qui l'a aidée à disparaître, et pourquoi. Ce soir-là, j'ai trouvé Holmes seul dans le salon sombre de Baker Street, le feu projetant de longues ombres vacillantes sur ses traits anguleux. Son violon n'avait pas été touché près de la fenêtre, et il avait refusé son dîner d'un geste distrait de la main. Il restait immobile, les yeux fermés, les doigts repliés sous son menton, une statue taillée dans une profonde réflexion. Au fil des années, je m'étais habitué à ce silence particulier. Ce n'était pas l'inaction, mais la tempête avant la clarté. Enfin, il parla. « Il y a quelque chose de faux au centre de tout cela, Watson. Une subtile distorsion. Toute l'affaire porte la marque de l'orchestration. Pourtant, aucun motif. Hannes présente clairement, dis-je. Une femme disparaît d'une pièce fermée à clé, sans signe de violence, sans un cri. Et ceux qui l'ont aimée, son mari, son prétendant, son frère même, ne nous en livrent que des fragments, et aucun n'est vraiment en forme.
Juste comme ça, répondit Holmes. Mais ce matin, j'ai fait une observation curieuse, quelque chose de si trivial en apparence que je n'ai pas osé en parler jusqu'à présent. Il se tourna et sortit du manteau une petite boîte en velours noir, carrée, à peine plus grande qu'une boîte à tabac. Ceci, dit-il en le posant sur la table, était rentré dans les plis de la robe de chambre de la baronne, qui avait été jetée sur la chaise. Vous vous souvenez que je l'ai examiné mais que je n'ai rien dit? J'ai hoché la tête. Holmes ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un mince résidu incurvé, gris foncé, presque argenté à la lumière de la lampe. Cendres. J'ai demandé, précisément. Mais pas les cendres du tabac commun. Observez la granularité, les taches argentées, le léger reflet bleu le long du bord. Je me suis penché. Ça a l'air presque métallique. Parce que c'est le cas. C'est cendre d'encens, Watson. Kifi, si je ne me trompe pas. Un composé rare d'origine égyptienne, brûlé non seulement pour son parfum, mais pour son rituel. Il est utilisé dans des cercles très spécifiques, rassemblements ésotériques, certaines ambassades étrangères, et parmi les salons les plus occultistes du West End. Mais que ferait la baronne avec une telle substance? Ce n'est sûrement pas à la mode. C'est précisément ce qui me préoccupe. Ce n'est pas une chose que l'on possède avec désinvolture. Soit elle a eu des contacts avec quelqu'un qui l'a brûlée, soit elle se préparait elle-même à quelque chose. Je l'ai regardée avec incrédulité. Vous pensez qu'elle a organisé sa propre disparition? Pas entièrement, mais je crois qu'elle a joué un rôle dans tout cela, volontairement ou sous pression. Ces cendres sont notre première véritable incohérence, Watson. La loge était trop propre, trop tranquille. Mais ce vestige suggère une activité invisible, une présence inexpliquée. Holmes sortit une petite fiole en verre du tiroir et en tapotant doucement, y versa les cendres. Il boucha le flacon et le fourra dans sa poche. « Il y a un homme à Londres qui sait peut-être où cet encens est brûlé, » a-t-il déclaré. « Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas loin des quartiers des théâtres. Vous croyez que cela est lié à un cercle social? À une représentation, Watson. Mais pas sur une scène publique. Venez, nous rendons visite ce soir à M. Victor Rice. » Le nom ne m'était pas familier, même si Holmes expliqua à Hans chemin que Rice était un parfumeur de métier, connu pour répondre aux goûts excentriques de l'élite londonienne. Sa boutique de Mayfair était nichée entre un bijoutier et un fabricant de pianos, ses fenêtres enveloppées de rideaux, de velours et son enseigne écrite en fine calligraphie dorée. Une cloche sonna délicatement à notre entrée. L'air à l'intérieur était chargé de senteurs exotiques, ambre gris, bois de santal, quelque chose d'agrume et d'écœurant. Derrière le comptoir se tenait un homme grand et étroit, avec une tête de veuve sévère et des yeux comme des grenats polis. « Monsieur Holmes, dit-il d'un ton soyeux, quel plaisir inattendu. Je sollicite votre expertise, Monsieur Rice, a déclaré Holmes sans préambule. Cette cendre, qui fit, n'est-ce pas? Rice examina la fiole, la souleva vers la lumière et sourit faiblement. En effet, un vieux mélange, de qualité temple, rare, cher, et si je peux me permettre, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans un dressing. Qui l'achète? Une courte liste, principalement des dames aristocratiques ayant un goût pour le théâtre, quelques spiritualistes, et un ou deux messieurs dont les salons accueillent des divertissements non conventionnels. Les yeux de Holmes brillèrent. « Pouvez-vous vous rappeler du plus récent ?» Rice réfléchit. « J'ai eu une commande exécutée la semaine dernière pour dame Arabella Sedgwick, une femme des plus marquantes. Elle organise des mascarades, mensuelles, strictement sur invitation uniquement. Très sélectif, costumes, secrets, rituels étranges. Le mélange habituel de vice et de mysticisme. Est-ce qu'elle aurait connu la baronne de La Fontaine? Rice haussa un sourcil. Je ne peux pas parler de telles confidences. Alors laissez-moi reformuler, dit doucement Holmes. Aurait-elle commandé de l'encens sous un autre nom? Il y eut une pause. Puis Rice inclina la tête. Madame l'Ombre, c'était le nom donné. Madame de l'Ombre. Holmes se tourna vers moi avec un air triomphant.
Watson, la mascarade. Je vous demande. Pardon? Elle n'a pas disparu depuis une chambre, Watson. Elle a glissé dans un autre monde, un endroit caché à la vue de tous. La baronne n'a pas été enlevée, elle a été absorbée. Race s'éclaircit la gorge. Si vous me le permettez, le prochain. Rassemblement aura lieu ce vendredi soir. Je pense que vous gagneriez tous les deux à l'observer personnellement. Holmes tapota la fiole dans sa poche. Mon cher monsieur Race, vous lisez dans mes pensées. 2 jours plus tard, nous nous trouvions devant une maison banalisée à Kensington. Notre voiture renvoyée, nos identités cachées sous de fins masques de dominos et d'élégantes tenues noires. L'invitation était arrivée de manière anonyme, remise en main propre avec un seau de cire représentant un hibou perché sur un croissant de lune. À l'intérieur, la mascarade se déroulait comme un rêve. Des bougies clignotaient depuis les lustres situés au-dessus. Des hommes et des femmes vêtus de déguisements élaborés glissaient sur les sols en marbre. La musique dérivait sur des rythmes étranges. Harpe, flûte et chants chuchotés. L'air sentait le jasmin et ce même encens ancien. Holmes était complètement immobile alors qu'il scrutait la foule. « Le voyez-vous, Watson? Que cherchons-nous? » Pas une personne. Un présence. Puis son regard s'arrêta. De l'autre côté, du sol, parmi les invités, se tenait une femme portant un masque argenté et une robe fluide brodée d'étoiles. Sa posture était indubitable. « La baronne ?» J'ai respiré. La main de Holmes attrapa mon bras. Pas encore. Elle se déplaçait dans la foule avec la grâce d'un cygne, ne s'arrêtant pour parler à personne, tout en attirant une attention subtile. Elle disparut derrière un rideau cramoisi au fond du couloir. Holmes se pencha. « Ne faites rien. Ne dites rien. Laissez l'illusion se compléter. » Et sur ce, il se fondit dans la foule, l'ourlet de son manteau disparaissant dans la lueur des bougies et la musique. Je suis resté dans la mascarade, le cœur battant, ne sachant pas si nous poursuivions une femme en voie de disparition ou si nous la regardions simplement monter sur scène pour une performance encore à comprendre. Pendant plusieurs minutes, je suis resté seul dans la salle décadente, le murmure des voix veloutées et le miroitement des lustres pressant contre mes sens comme un rêve trop vivant pour y croire. Chaque silhouette derrière chaque masque aurait pu être la baronne, mais aucune d'elles ne bougeait avec cette grâce introuvable qui avait attiré l'attention de Holmes quelques instants auparavant. Puis, brusquement, il fut de nouveau à côté de moi. « Parti » marmonna-t-il dans sa barbe. Elle s'est glissée dans un couloir arrière, gardé par 2 messieurs, habillés en prêtres romains. Discret mais délibéré. Je n'ai pas osé la suivre sans les alarmer. « Tu es certain que c'était elle ?» Holmes hocha la tête. Sans aucun doute. Sa démarche, sa posture, même la légère claudication de sa démarche gauche, suite à cet accident de cheval il y a 4 ans, tout s'aligne. Mais plus troublant que sa présence est le moment de son départ. Il regarda autour de lui. Elle s'attendait, quelqu'un. Mais pas nous. Nous nous sommes attardés, feignant d'être intéressés par les conversations murmurées et les murmures du spiritualisme et des connaissances cachées tourbillonnant autour de nous. Finalement, les invités commencèrent à filtrer dans une large salle bordée de miroirs et de draperies rouges foncées. Une estrade surélevée se dressait à l'extrémité, d'où 3 personnages masqués émergeaient et restaient debout en silence. Les murmures se turent. Un monsieur plus âgé en robe verte leva la main. « Le cercle d'Alecty s'ouvre cette veille », entonna-t-il. « Nous ne parlons pas de politique ni de bienséance, mais des liens cachés entre l'intention et le désir. » Holmes se pencha vers moi. « Observez, Watson, ce n'est pas une mascarade ordinaire. Le rituel se déroulait avec des gestes symboliques, de vagues références à des rites anciens et une théâtralité riche en encens. Et puis, sans avertissement, l'homme à la robe verte a levé un petit médaillon en or, un hibou sur un croissant de lune, le même symbole que sur notre invitation. Holmes se serait dit, un gage d'unité,
a déclaré l'homme. Transmis uniquement à ceux qui connaissent les secrets du cercle. Ce soir, nous recevons la sagesse de Madame l'Ombre. Un bruissement haletant parcourut la pièce, mais la baronne ne reparut pas. Oui, lieu de cela, une femme portant un masque plus sombre s'avança, s'inclina et commença à parler d'une voix délibérément étouffée par artifice. Ce n'était pas la baronne, confirma Holmes d'un coup d'œil. Un leurre, un substitut, une performance. Après encore une demi-heure de discours symboliques et de vin, le rassemblement commença à se disperser. Nous ne devons pas les affronter. Ici, murmura Holmes. Mais quelqu'un ici a aidé la baronne à s'échapper, et quelqu'un d'autre travaille pour que sa trace reste enterrée. Nous sommes sortis tranquillement, nous fondant dans les rues froides et humides de Kensington. Une légère bruine avait commencé, et Holmes ne dit rien jusqu'à ce que nous soyons de nouveau assis dans nos chambres de Baker Street. Là, il jeta son masque et sa cape, s'effondrant dans son fauteuil avec le poids d'un homme qui aurait entrevu quelque chose de terrible juste hors de portée du langage. « Nous n'enquêtons pas sur un simple enlèvement, Watson, » dit-il doucement. « Nous empiétons sur une société construite autour de la dissimulation, une société dont les membres sont prêts à orchestrer des disparitions et à porter le visage des autres pour préserver l'illusion. Vous pensez que ce cercle d'Alectis est responsable? En partie. Mais ils ne le sont pas motivés assez. Leur intérêt réside dans le secret et le spectacle. Ce que j'ai vu ce soir, la baronne disparaître dans ce couloir arrière, c'était de la peur. Pas du théâtre. Il se leva brusquement et fit les 100 pas devant le feu. J'ai étudié l'histoire de la baronne. Vous vous souvenez de son frère Étienne Marchand? Oui, vous avez dit qu'il avait des dettes. Pas seulement des dettes, Watson. Il avait ennemis. Et au moins l'un d'eux réside à Londres. Un financier nommé Solon Greaves, collectionneur d'art, reclus et mécène de ces rassemblements occultes. Je me suis assis droit. Vous soupçonnez qu'il est à l'origine de sa disparition? Je soupçonne qu'il est derrière quelque chose bien pire. Marchand lui devait beaucoup. Ma théorie est que la baronne est entrée dans ce cercle sous le couvert de Madame l'Ombre, non pas pour se divertir spirituellement, mais pour protéger ou peut-être espionner son frère. La question à laquelle nous devons maintenant répondre est de savoir si Greaves a découvert sa tromperie. À ce moment-là, un coup sec rompit le silence. Madame Hudson entra avec un télégramme sur un plateau d'argent. Holmes l'a pris sans commentaire et l'a lu. Ensuite, il me l'a remis. 2. Inspecteur Lestrade. Une autre disparition. Dame Arabella Sedgwick. Vue pour la dernière entrée en autocar au théâtre. Je ne suis jamais arrivé à la maison. Coachman trouvé inconscient. Lestrade et la bouche de Holmes se serra. Elle organisait les mascarades. Et maintenant, elle aussi a disparu. Je me suis levé. Alors cela le confirme sûrement. Quelqu'un cible les femmes liées à ce cercle. Oui, murmura Holmes, mais remarquez le changement. La baronne a disparu tranquillement, derrière des portes verrouillées. L'enlèvement de Lady Arabella était bien plus grossier. Cela suggère 2 choses, Watson. D'abord, désespoir. Deuxième, une main différente. Il se tourna, saisit son manteau. Nous nous rendons immédiatement à la maison de Sedgwick. Si ma théorie est valable, la réponse n'est plus enfouie dans les secrets de la baronne, mais dans les fissures laissées par ce nouveau crime. Sedgwick House, niché derrière des portes en fer forgé et une arcade couverte de roses à Hampstead, était une image de sérénité perturbée. Les serviteurs voltigeaient comme des oiseaux nerveux. Un agent de police se tenait sur le perron, son chapeau à la main. Holmes repoussa les protestations avec son autorité habituelle, Lestrade lui emboîtant le pas. Elle a été vue pour la dernière fois sortant du Lyceum Theatre juste après. Minuit, a déclaré Lestrade. L'entraîneur attendait. Footman l'a vu entrer. 10 minutes plus tard, l'entraîneur a été retrouvé dans une impasse près de Highgate. Coachman a frappé à la tête. Lady Sedgwick a disparu. Des témoins. Un vendeur ambulant a entendu un cri mais a pensé que c'était un ivrogne. Rien d'autre. Nous sommes entrés dans le salon. Holmes se dirigea directement vers la table d'appoint. Il restait un demi-verre de Bordeaux. À côté, une enveloppe,
Il l'ouvrit. À l'intérieur, un petit carré plié de soie cramoisie. Il l'a retourné puis me l'a tendu. Une odeur persistait sur le tissu, exotique, florale, avec une trace d'encens. Encore Kiffy, dit doucement Holmes. Il se dirigea vers la cheminée et se regarda dans le miroir comme s'il cherchait un écho. Elle savait quelque chose. Et quelqu'un savait qu'elle savait. J'ai froncé les sourcils. Alors qu'en est-il de la baronne? Je crois qu'elle a essayé de disparaître avant ce pourrait lui arriver. La question est, a-t-elle réussi ou a-t-elle simplement retardé l'inévitable? Il se tourna, sa cape tourbillonnant, ses yeux brûlant maintenant de plus que de la curiosité. Cette affaire n'est plus une affaire de détournement, Watson. C'est une guerre de masques, et certains d'entre eux tués. Il était un peu plus de 20 heures le lendemain soir, lorsque Holmes m'a convoqué dans le salon avec un seul mot. Prêt? Il se tenait devant le feu, impeccablement habillé, mais pas comme lui. Les traits étaient les siens, mais subtilement transformés. Cheveux foncés, moustache fausse mais d'apparence naturelle, légère pâleur appliquée sur les joues. Son costume était d'une coupe étrangère, et la manière dont il se tenait, légèrement courbé avec un air déférent, n'était absolument pas caractéristique du Holmes que je connaissais. « Tu te déguises encore ?» ai-je demandé en attrapant instinctivement mon manteau. « Oui, comme l'indique un certain Monsieur Clermont, courtier en antiquité récemment arrivé de Lyon. Il est mentionné dans quelques cercles mondains pour son acquisition de tablettes assyriennes rares et son goût pour les philosophies exotiques. Surtout, il a reçu une invitation au prochain salon privé de la résidence de Solon Greaves. Holmes sourit étroitement, et je serai présent à sa place. J'ai cligné des yeux. Greaves lui-même l'a invité? Non. L'invitation est venue d'une femme utilisant le nom de Sibylla, un intermédiaire connu. Elle opère dans l'ombre, des messages transitent par des galeries, des parfumeurs, des collectionneurs de livres. Sa véritable identité reste incertaine. Et quel est ton plan? Holmes se tourna, les yeux brillants d'une ferveur maîtrisée. Fumait l'araignée en entrant dans la toile. Greaves est resté d'une distance frustrante par rapport à cette affaire, mais toutes les preuves penchent en sa direction. Les dettes de Marchand, la mascarade de la baronne, l'enlèvement de Lady Sedgwick. Et maintenant ce salon, un rassemblement exclusif et secret dans son domaine privé. Ce n'est pas seulement un passe-temps occulte, Watson. C'est une façade pour le pouvoir, un levier échangé sous des masques. Il m'a tendu une petite enveloppe. Votre rôle, si je ne reviens pas à l'aube, est de remettre ceci à Mycroft. Il contient toutes nos découvertes et une liste de suspects, dont plusieurs individus liés au cercle diplomatique français. Il y a plus en jeu ici qu'une noble disparue. Il peut y avoir un complot visant à manipuler les mouvements d'agents étrangers par le chantage et le secret. Je l'ai regardé. Pensez-vous vraiment que la baronne faisait l'objet d'un chantage? Je pense qu'elle a essayé de arrêter-il. Peut-être au nom de son frère, peut-être pour elle-même. Quoi qu'il en soit, elle est entrée dans la mascarade et n'est jamais revenue. Un coup nous interrompit, 3 coups précis. C'était un messager, jeune et nerveux, tenant un œillet rouge et un billet plié scellé à la cire verte. Holmes le lut et hocha la tête une fois. La voiture attend. Il se retourna, me lança un regard fugace, presque fraternel, puis disparut dans la nuit londonienne. Holmes arriva au domaine de Greaves 1 heure plus tard, la voiture craquant doucement le long de l'allée de gravier d'un manoir isolé à la périphérie de Richmond. Des arbres se dressaient de chaque côté, et des lampes à gaz brillaient avec un subtil scintillement doré, leur lumière étant diffusée par des verres colorés. Il a présenté l'œillet à la porte. Aucun mot n'a été échangé. Un valet, de pied, vêtu d'un masque de corbeau, s'écarta pour le laisser rentrer. À l'intérieur, la maison était autant un musée qu'une habitation. Urnes égyptiennes, bustes gréco-romains, tentures de velours brodées de sceaux. Holmes, dans le rôle de Clermont, fut introduit dans un salon rempli de conversations chuchotées et d'invités en robe.
La musique dérivait selon des schémas lents et étranges provenant d'un harpiste caché. L'air, une fois de plus, portait l'odeur de Keefe Greaves est apparue juste après 9 heures. Grand, ascétique et aux yeux creux, Solon Greaves possédait un visage semblable à une statue patinée, noble et sans vie. Il se déplaçait dans la foule sans toucher ni saluer personne, hormis un signe de tête ici et là. Lorsqu'il s'adressa finalement à la pièce, sa voix était aussi sèche que du parchemin. « Vous êtes les bienvenus, a-t-il dit, à cette nuit de révélation. Le masque nous libère pour dire la vérité. Procédons avec une connaissance dévoilée. » Derrière lui surgirent plusieurs personnages masqués, parmi lesquels une femme portant un voile argenté dont la présence était indubitable. Le pouls de Holmes s'accéléra. La baronne. Elle se tenait debout sans rencontrer le regard de personne, silencieuse comme la lune. Greaves lui fit signe de parler, mais elle leva simplement la main, faisant signe à quelqu'un derrière un rideau. 2 autres femmes sont entrées. L'un d'eux n'était pas familier. La deuxième, Holmes sentit les poils se dresser sur son cou. Dame Sedgwick. Pâle, hébété, mais visiblement vivant. Les murmures se répandirent dans la pièce, mais Greaves leva de nouveau la main, et tout le monde se tut. 2 vérités sont sur le point d'être révélées, a-t-il déclaré. Un d'allégeance, un de trahison. Holmes regardait attentivement. Ce n'était plus du théâtre. C'était un test et un rituel, une sélection ou une condamnation. Il se rapprocha, faisant attention à ne pas briser son caractère. Greaves se tourna vers la baronne au voile argenté. Le jugement a-t-il été rendu? Elle inclina la tête. Holmes ne pouvait pas attendre. Au moment où Greaves se retourna pour s'adresser à nouveau aux invités, Holmes s'avança et parla d'une voix à moitié déguisée, à moitié la sienne. « Mes excuses, dit-il doucement, mais je crois que vous avez oublié un mascarade. » Tous les regards se tournèrent. Les grèves se raidirent. « Qui es-tu » Holmes ôta le masque de domino avec une grâce délibérée. « Sherlock Holmes, à votre service. » Des halètements suivirent. La baronne recula. « Arrêtez-le » siffla quelqu'un dans l'ombre. Mais Holmes était déjà en train de mettre la main dans son manteau et de jeter un petit objet sur le sol. Une ampoule qui se brisa dans un sifflement et une soudaine explosion de fumée épaisse et âcre. Le chaos a éclaté. Les invités criaient et se dispersaient. Les valets masqués se précipitèrent vers Holmes, mais celui-ci se glissa adroitement derrière une statue et disparut dans le couloir. Il connaissait assez bien le plan grâce à d'anciens plans découverts quelques jours auparavant grâce à une connexion au bureau d'enregistrement foncier. Il accourut, dans un passage étroit, par une porte de service, dans la cave à vin. Là, attachée mais vivante, se trouvait Lady Arabella Sedgwick, les yeux grands ouverts à son contact. « Holmes, elle a croassé. »« Pas le temps, dit-il. »« Pouvez-vous marcher ?» Elle hocha légèrement la tête. Il la soutenait alors qu'il montait un escalier arrière. Au sommet, une véranda, plafond de verre clair et clair de lune. Holmes a cassé le loquet, l'a conduite sur un chemin sur le toit et a grimpé jusqu'au mur extérieur. Ils tombèrent sur les haies du jardin au moment même où un sifflet retentissait au-delà des arbres. L'estrade. Holmes avait envoyé un signal. Un garçon plus tôt dans la soirée. La police était en attente, les lumières s'éclairèrent, des cris résonnaient. En quelques instants, le domaine de Greaves fut encerclé. De retour à Baker Street, Lady Sedgwick fut confiée aux soins de Watson, et Holmes finit par se rasseoir sur sa chaise, trempé, gratté, mais satisfait. « Vous avez vu la baronne ?» dis-je. « Et tu ne l'as pas emmenée ?» « Elle n'était pas prisonnière, répondit Holmes. Elle était une joueur. Mais pourquoi? Parce qu'elle a choisi de protéger son frère. Greaves utilisait la dette d'Étienne Marchand pour forcer la baronne à entrer dans son cercle, pour lui servir d'yeux, d'oreilles et éventuellement d'appât. Lady Sedgwick, une garantie.
Elle avait commencé à soupçonner la vérité. La baronne l'a prévenue et a essayé de l'aider à fuir, mais le plan a échoué. Elle a été arrêtée à la place. Et la baronne? Le visage de Holmes devint distant. Elle s'est échappée pendant la confusion. Elle a disparu à nouveau. Je soupçonne que nous entendrons parler d'elle bientôt, dans une vie plus calme, sous un autre nom. Sa mascarade, au moins, avait un but. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda l'aube pâle qui se dessinait sur les toits de Londres. Ce jeu, Watson, ne concernait pas le meurtre. Il s'agissait de contrôle. Et même les meilleurs déguisements ne peuvent cacher la véritable intention d'une personne, pas à quelqu'un qui surveille d'assez près. C'était une matinée, calme et grise à Londres, lorsque Holmes, pour la première fois depuis des jours, s'autorisa une deuxième tasse de café. Il était assis en face de moi dans notre salon, l'air entre nous étant rempli de questions sans réponse et de l'odeur persistante de l'encens Kifi qui s'accrochait encore faiblement à son manteau. Lady Arabella Sedgwick se reposait dans une pièce sécurisée à Saint-Barthélemy sous la surveillance de la police, se remettant lentement de son calvaire. Elle avait fourni quelques souvenirs vagues, personnages encapuchonnés, menaces chuchotées, faibles accents de musique, mais peu de valeur concrète. Elle n'avait pas vu clairement la baronne, ni compris comment ni pourquoi elle avait été emmenée. Holmes, cependant, était inhabituellement immobile, son regard fixé sur le feu de charbon avec l'intensité abstraite d'un homme résolvant une énigme déjà en grande partie terminée. Lorsqu'il parla finalement, c'était sans préambule. « Watson, il est temps de tout démasquer. » Je me suis penché en avant. « Vous l'avez reconstitué ?»« En effet, dit-il. Toute l'affaire, depuis la disparition de la baronne jusqu'à l'enlèvement de Lady Sedgwick, était une performance. Non pas de folie ou de mystère, mais de dessein. » Il se leva et commença à faire les 100 pas. « Commençons par ce que nous savons, pas ce que nous soupçonnons. La baronne a disparu d'une pièce verrouillée, ne laissant aucun signe de lutte, aucune serrure cassée ni fenêtre forcée. Dans l'âtre, nous avons trouvé le bouton de manchette d'un homme, semblant initialement impliquer le vicomte Bainbridge. Une mauvaise direction, comme je le supposais. C'était une plante. Une plante. J'ai fait écho, exactement. Plantée pour créer un sentier. Considérez la pièce, Watson. Trop parfaite, trop intacte. La tasse de thé encore chaude. Le feu, récemment éteint mais pas éteint. Ce n'était pas une scène de chaos, mais de conservation. Il tapota la cheminée avec 2 doigts. La baronne avait déjà organisé sa sortie. Elle a utilisé la pièce verrouillée comme un symbole, pas comme un piège, car elle souhaitait disparaître dans des circonstances qui empêcheraient toute poursuite. Et qui de mieux qu'une noble pour transformer sa disparition en scandale, en s'assurant que personne ne la verrait telle qu'elle était réellement, une disparition calculée. Pour protéger son frère, j'ai proposé. En partie. Étienne Marchand, comme vous le savez, avait accumulé des dettes non seulement auprès d'usuriers, mais aussi auprès d'un financier particulier, Solon Greaves. Un homme qui cache son influence derrière des rituels et des symboles, utilisant ses salons secrets pour piéger les plus vulnérables. Greaves avait une influence sur Étienne. Il l'a utilisé pour attirer la baronne dans son cercle, un chantage déguisé en initiation. La voix de Holmes se fit plus aiguë. Mais c'est ici que la tromperie s'enrichit. La baronne, plus intelligente que ne l'avait prévu Greaves, ne s'est pas contentée d'obtempérer. Elle infiltrait. Sous le nom Madame l'Ombre, elle a assumé un rôle pour recueillir des informations, peut-être dans l'espoir de libérer son frère ou de dénoncer l'opération. C'est à ce moment-là qu'elle a disparu, parce qu'elle a trop appris. Et Lady Sedgwick, j'ai demandé, elle aussi, a failli découvrir la vérité. Amie de la baronne, elle a commencé à poser des questions, peut-être même à la confronter. Lorsque la baronne a tenté de l'avertir ou d'organiser sa fuite, Greaves a agi de manière plus décisive. Il a fait saisir Lady Sedgwick, plus grossièrement cette fois. La sophistication de la première disparition a été remplacée par la force brutale, une indication que Greaves perdait le contrôle. Holmes s'arrêta à la fenêtre, regardant le brouillard bas. La mascarade au domaine de Greaves devait être l'acte final.
Là, il ferait taire la baronne ou la présenterait comme une convertie, garantissant sa loyauté par la peur et le rituel. Mais nous avons perturbé ce plan soigneusement élaboré. Vous avez dit que la baronne s'est à nouveau enfuie après le raid. Elle l'a fait, et je crois qu'elle s'y était préparée également. J'ai trouvé des documents dans la cave, des passeports altérés, des lettres de passage, de l'argent caché dans la doublure des livres. Elle était prête. Elle attendait simplement le bon moment. Holmes se tourna vers moi, le visage tiré mais résolu. Mais le véritable génie ne réside pas dans son évasion, mais dans la nature de la tromperie. Vous voyez, Watson, ce n'était pas simplement un mystère quant à savoir qui a disparu, mais comment la disparition a été utilisée. La baronne n'a pas disparu pour éviter Greaves. Elle a disparu pour pouvoir agir librement contre lui. Elle avait besoin que le monde pense qu'elle était impuissante pour pouvoir évoluer sans être vue. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une seule feuille de parchemin. Livré tard hier soir. Pas de signature, pas d'expéditeur. Juste ceci. Le masqué est terminé, monsieur Holmes, les dettes sont payées. Le frère est en sécurité. La chouette dort. Elle est partie, dis-je doucement. Holmes plia le message. Partie. Et non sans coup. Sa position, son nom, sa position dans la société ont été perdus. Mais ce faisant, elle a démantelé le réseau de chantage de Greaves. Des documents ont été saisis lors de la descente de police. Des noms, des dettes, des communications. De quoi mettre fin définitivement à son influence. Et Greaves, la voix de Holmes devint froide. Il échappera très probablement à toute condamnation. Des hommes comme lui le font. Mais il est ruiné, publiquement, financièrement et socialement. Les journaux parleront de rassemblements excentriques et de malversations financières. Mais la pourriture la plus profonde, la coercition des femmes par le biais de prétextes spirituels et de manipulations économiques, sera désormais impossible à dissimuler. Il resta silencieux un moment, puis se tourna vers moi avec un léger sourire. Vous voyez maintenant, Watson, pourquoi les indices semblèrent décousus, parce qu'il ne s'agissait pas d'un crime au sens traditionnel du terme, mais d'un crime. Stratégie. La baronne jouait un jeu plus long que nous ne le soupçonnions, j'avoue. Dis-je, je ne l'ai jamais vue comme l'architecte. La plupart ne le feraient pas, c'était son génie. Elle jouait le rôle de la victime à la perfection, tout en dirigeant toute l'affaire comme une symphonie. On frappa à la porte. Madame Hudson entra avec un petit colis emballé. « Pour vous, monsieur Holmes, pas d'adresse de retour. » Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul objet. Le médaillon de la chouette dorée de la mascarade. Maintenant roussi sur un bord comme s'il avait été brûlé, Holmes le tint un moment, puis le posa doucement sur la table. « Je crois, dit-il, doucement, que le rideau est maintenant tombé. Ce soir-là, alors que le feu s'éteignait et que les rues de Londres tombèrent dans le brouillard et le silence, j'ai réfléchi à l'étrange symétrie de l'affaire. Une femme disparaît, non pas pour se cacher, mais pour y voir plus clair. Une société masquée non seulement par le costume, mais aussi par le pouvoir. Et Sherlock Holmes, malgré tout son génie, venait tout juste de suivre le rythme de l'esprit du personnage le plus insaisissable qu'il ait jamais rencontré. Non pas un criminel, mais un stratège vêtu de soie et d'ombre. Pensez-vous que nous aurons à nouveau de ces nouvelles? J'ai demandé. Holmes dans son fauteuil ferma les yeux et dit « Non, Watson. La baronne de La Fontaine est partie. Mais Madame l'ombre, elle peut encore apparaître lorsque le brouillard est le plus épais et que le théâtre est le plus sombre. » Il attrapa son violon et commença à jouer une mélodie lente et envoûtante qui résonnait dans la nuit londonienne. Un requiem pour une mascarade et pour la femme qu'il avait maîtrisée. Dans les jours qui suivirent l'effondrement de l'empire soigneusement voilé de Solon Greaves, Londres bougea avec inquiétude, comme si elle se réveillait d'un rêve fiévreux. Le scandale éclata dans des articles prudents, à moitié voilés, glissés dans les pages intérieures des journaux mondains, rumeurs de cercles ésotériques,
chuchotements de chantage mêlés de mysticisme et fermeture silencieuse, de salon qui avait autrefois prospéré derrière des rideaux pourpres. Aucune accusation n'a été déposée contre Greaves. Il claqua son innocence avec un calme reptilien et se retira dans l'ombre de son domaine privé, son nom terni mais sa liberté intacte. Comme Holmes l'avait prédit, la véritable étendue de ses activités ne pouvait être rendue publique sans embarrasser trop de noms titrés. Le jeu, comme toujours, était truqué en faveur de ceux qui jouaient derrière des voiles de soie et des obligations souveraines. Mais son pouvoir était brisé. Avec la saisie de sa correspondance et de ses registres, lors de la descente de police, des dizaines de manipulations financières ont été révélées. Son réseau d'intimidation s'est effondré. Plusieurs de ses collaborateurs, hommes et femmes de haut rang social, furent discrètement exilés de leur cercle. Et comme par accord tacite, le nom attiré disparut de la conversation chuchotée. Pourtant, au milieu de l'effondrement de cet empire secret, une question planait encore sur Baker Street comme le dernier fil d'encens sur une brise froide du matin. Où était passée la baronne? Nous n'avons reçu aucune nouvelle, aucune allusion. Même Mycroft, lorsqu'il était consulté discrètement, n'a pu produire une trace d'elle dans aucune voie diplomatique ou registre étranger. Elle était devenue dans tous les sens du terme un fantôme, et Holmes, pour une fois, n'essaya pas de la faire sortir de l'ombre. Elle n'appartient plus au monde dans lequel nous évoluons, m'a-t-il dit un soir, alors que nous fumions, dans un silence amical. Elle a orchestré sa propre disparition avec la même précision que je pourrais utiliser pour piéger un criminel. Il n'y a rien d'accidentel dans son silence. Mais sûrement, dis-je, elle saurait que le danger est écarté maintenant. Greaves a perdu son contact. Son frère est en sécurité. Holmes expira lentement, regardant la fumée s'élever vers la lampe à gaz. Certains jeux, Watson, ne se jouent qu'une seule fois. Elle est entrée dans le feu pour brûler une structure de l'intérieur. Maintenant que la structure a disparu, il n'y a aucune raison de revenir dans la lumière. Un silence s'installa à nouveau sur nous, plus définitif que confortable. Pourtant, les travaux se sont poursuivis. Holmes recevait quotidiennement des visiteurs dont beaucoup étaient porteurs de petits puzzles, de fraudes commerciales, de bijoux disparus, de petites vendettas déguisées en intrigues. Il les traitait avec la même efficacité aiguisée qui était devenue sa marque de fabrique, mais il y avait une mélancolie indubitable dans ses manières, comme si une partie de lui écoutait encore des pas qui ne venaient jamais. C'est un de ces après-midi, environ une semaine après la clôture de l'affaire, que l'inspecteur Lestrade nous a rendu visite. Son expression était inhabituellement sombre. « Mauvaise affaire à Battersea, dit-il. J'ai trouvé un homme flottant face contre terre dans le canal. Il a fallu un peu de temps pour l'identifier. Il semble qu'il utilisait de faux papiers. Mais le consulat de France a confirmé son identité. » Holmes ne bougea pas. « Marchand ?» Lestrade hocha la tête. « Étienne Marchand, une balle dans l'arrière de la tête. Style exécution. Celui qui l'a fait proprement. Aucun signe. De lutte, aucun vol. J'ai avalé. Alors la portée de Greaves n'a peut-être pas été brisée aussi proprement que nous le pensions. » Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Non, je soupçonne que c'était le dernier coup d'un jeu qui était déjà terminé. Marchand était un handicap. Avec lui en vie, toute la toile risquait d'être reformée. La baronne le protégeait aussi longtemps qu'elle le pouvait. Mais le monde qu'elle essayait de brûler, il n'allait pas laisser de détails. » Lestrade s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose. Cela a été trouvé dans son manteau. » Il tendit à Holmes une carte, blanche, unie, sans inscription, à l'exception d'un symbole au centre, un hibou sur un croissant de lune. En dessous, d'une écriture délicate, « Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour. » Holmes retourna la carte. Au dos, enfoncé dans le sens du grain du papier, se trouvait une légère empreinte digitale. Il le regarda un long moment, puis le posa délicatement sur le bureau. « Était-ce la sienne ?» ai-je demandé doucement. « Je le crois, dit-il. » Elle aimait son frère,
mais elle aimait davantage la cause. Lestrade bougea inconfortablement. Bien sûr, cela ne fera l'objet d'aucun rapport. Officiellement, la mort de Marchand n'est pas résolue. Mais j'ai pensé que vous voudriez le savoir. Il partit peu de temps après et pendant longtemps, Holmes ne dit rien. J'ai finalement posé la question qui me trottait en tête depuis le début. Pensez-vous qu'elle l'a tué? La voix de Holmes était à peine audible. Non, mais je crois qu'elle a donné l'ordre, ou a permis que cela se produise. Et je crois que, ce faisant, elle a veillé à ce que le dernier chapitre de cette mascarade ne puisse jamais être rouvert. Une quinzaine s'écoula. Le gel est revenu dans les rues de Londres et les illuminations de Noël ont commencé à apparaître. Dans les vitrines de Piccadilly, la vie reprit son rythme mesuré. Un matin, alors que j'étais assis à réviser mes notes sur l'étui pour mon journal, un petit colis carré est arrivé par la poste. Il ne portait aucune adresse de retour, mais l'écriture manuscrite sur l'étiquette était incontestablement raffinée. Continentale, délibérée. Holmes l'ouvrit avec sa précision habituelle. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un délicat masque en porcelaine, blanc comme un os, en forme de visage de femme avec des boucles en filigrane d'argent sur les tempes. En dessous, une note écrite en français. Les masques cachent, mais ils protègent aussi. Une fois tu m'as démasqué. Maintenant je laisse le mien derrière moi. L'ombre Holmes ne souriait pas, ne soupirait pas et ne parlait pas. Au lieu de cela, il tendit la main vers l'étagère, à côté de son bureau, où il gardait des jetons provenant d'autres affaires. La canne à tête de serpent du docteur Grimsby Roylott, le monocle de Charles Augustus Milverton, et plaça doucement le masque entre eux. Une relique, alors? J'ai demandé. Il hocha la tête. Et un adieu. Et qu'en est-il d'elle maintenant? Il se tourna vers son bureau et alluma une nouvelle. Allumette. Elle est partie, Watson, pas perdue, juste ailleurs. Certains mystères ne sont pas destinés à être explorés. Nous ne parlâmes plus de la baronne ce jour-là. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque part, hors de portée de Scotland Yard ou de Baker Street, une femme traversait l'Europe sous un nouveau nom, armée non de poignard ou de fusil, mais de l'arme la plus puissante de toutes, connaissance. Elle avait marché au cœur des ténèbres et en était ressortie sans son nom, son titre ou son frère, mais avec sa liberté. Et cela, aux yeux de Holmes, était la victoire la plus complète de toutes. C'était le 3e matin de la nouvelle année lorsque le brouillard se dissipa enfin de la Tamise, révélant un Londres gris, nettoyé par le gel et le silence. Les cloches de St. Marylebone sonnaient faiblement dans l'air vif, et partout dans la ville, la vie reprenait son rythme habituel. Des agents patrouillaient avec des colliers raides, des voitures grinçaient sur les pavés, et l'odeur de la fumée de charbon se mêlait au vent glacial. À Baker Street, j'ai trouvé Holmes inhabituellement inactif, son violon posé sur le rebord de la fenêtre, intact. Une rare tranquillité persistait autour de lui, non née du repos mais de la réflexion. « La baronne, dis-je après un long silence, croyez-vous vraiment qu'elle a disparu pour toujours ?» Le regard de Holmes restait fixé sur la rue, où un vendeur de journaux criait les gros titres sous une casquette trop grande pour sa tête. « Je crois, dit-il lentement, qu'elle est devenue ce qu'elle a toujours voulu être, introuvable. En disparaissant, elle a acquis une capacité d'action que peu de femmes de son rang pourraient espérer comprendre. Elle a glissé ses titres, sa cage dorée, ses attentes, et est apparue non seulement invisible, mais aussi invisible, intouchable. » Il se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la cheminée, soulevant un morceau de journal du manteau. « Considérez ceci, Watson. Une notification discrète de l'ambassade de France à Vienne. » Il m'a tendu la coupure. « Condoléances diplomatiques pour le décès prématuré d'une certaine Mademoiselle Geneviève de Fontaine, décrite comme une cousine éloignée du baron de La Fontaine. Une femme qui, selon l'article, est morte dans un incendie dans la banlieue. De grâce, j'ai levé les yeux. Une fausse identité? Holmes hocha la tête. Un corps brûlé au-delà de toute reconnaissance. Un nom suffisamment familier pour être passé, suffisamment lointain pour ne pas être remis en question.
Des funérailles sans personne en deuil. Elle s'est enterrée, officiellement, enfin. Il n'y aura plus de recherche pour elle maintenant. Je m'assis, laissant le papier tomber entre nous. Et pourtant, dis-je, l'affaire n'est toujours pas résolue. Pas de procès, pas d'aveu, pas de conclusion officielle. Tout ce que le monde voit, c'est la disparition d'une noble et un murmure de scandale dans quelques salons. Holmes sourit faiblement. « Ah, mais la résolution, Watson, n'appartient pas uniquement aux tribunaux. Greaves est terminé. Son masque social a été déchiré. Ses opérations ont été révélées. La mascarade s'est effondrée. Le cercle d'Alecty s'est dissous dans un silence effrayé. La justice, dans son sens le plus vrai, a été servie, non pas par le marteau ou la potence, mais par le démontage. Il s'est assis en face de moi, repliant ses longs doigts sous son menton. Nous passons tellement de temps à traquer les criminels, songea-t-il, que nous oublions parfois d'honorer ceux qui choisissent de les démanteler en devenant eux-mêmes des ombres. J'ai lentement hoché la tête, absorbant toujours toute l'ampleur de ce dont nous avions été témoins. « Et qu'en est-il du baron ?» j'ai demandé. « A-t-il parlé davantage ?» Holmes secoua la tête. « Le baron de La Fontaine est de retour à Paris. Il n'a fait aucune déclaration publique. Je crois qu'il en savait ou soupçonnait plus qu'il ne l'a jamais admis. Mais lui aussi a compris la nécessité du silence. Que ce soit par honte, par chagrin ou par loyauté, je ne saurais le dire. Une bûche craqua dans le feu, envoyant une rafale d'étincelles vers le haut. Holmes se leva et versa 2 verres de cognac de la carafe posée sur le buffet, m'en tendant un avec un signe de tête de remerciement. Pourquoi? Je n'étais pas sûr. Peut-être pour avoir suivi le fil jusqu'au bout. Peut-être simplement pour en être témoin. C'est curieux, dis-je en faisant tourbillonner le liquide ambré. Dans la plupart des cas, le méchant est démasqué et l'innocent innocenté. Mais dans celui-ci, la femme qui a disparu n'était ni entièrement coupable, ni totalement innocente. Elle a disparu non pas pour échapper à la punition, mais pour exercer la liberté. Holmes sirota son cognac. Exactement. Et c'est là, mon cher Watson, la véritable innovation de ce mystère. Je fronçai les sourcils. Innovation? Holmes posa son verre. Tous les criminels cachent leur mobile. Mais la baronne l'a caché. Intention. Elle a laissé le monde écrire sa propre histoire. De folie, de peur, de victimisation, tout en composant une fin entièrement différente. Elle a retourné les règles de la société contre elle-même, utilisant leurs attentes comme camouflage. Il fit une pause, puis ajouta « En ce sens, je suppose qu'elle était mon égale. J'ai ri. Des éloges de votre part. Elle l'a bien mérité. » Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis en silence, le feu crépitant entre nous. J'ai pris mon cahier, où j'avais rassemblé les éléments de l'affaire. « Et quel titre suggéreriez-vous »« Que je donne à cette affaire ?» ai-je demandé, le stylo en main. Holmes regarda le feu. « La mascarade de la baronne disparue, si vous voulez », a-t-il déclaré. Cela a un sens théâtral agréable et le mot « mascarade » suggère précisément le juste équilibre entre illusion et objectif. J'ai hoché la tête. Il en sera ainsi, il a. Se leva alors et se dirigea vers les étagères, en sortant un mince volume relié en cuir vert. Il y a bien sûr, dit-il, un précédent pour de telles disparitions. Vous vous souvenez peut-être du cas de Madame d'Estrées, en 1862, elle a simulé sa mort à Bruxelles, réapparue 10 ans plus tard comme conseillère politique à Turin. Une autre femme d'une invention intelligente, notai-je. Il sourit. Le monde sous-estime les femmes au génie discret. Cela en fait de redoutables adversaires et des alliés idéaux. L'horloge sonna midi. À l'extérieur, la ville avançait, inchangée et inconsciente, comme elle le faisait toujours après l'une des affaires les plus délicates de Holmes. Une voiture claqua dans la rue. 2 garçons ont patiné sur une flaque d'eau gelée près du trottoir. Du côté d'Oxford Street, les bruits de la vie dérivaient vers nous, sans problème, sans nous en rendre compte. Et pourtant, je savais que quelque part,
Peut-être derrière le comptoir d'une librairie à Anvers, ou assise dans une voiture privée dans un train en direction du sud, ou se promenant sur les bords de la Seine en dentelle empruntée, il y avait une femme dont le passé n'appartenait plus qu'à l'histoire. Une femme qui avait disparu d'une pièce verrouillée non pas pour être secourue, mais pour recommencer. J'ai fermé mon cahier et posé mon stylo. « Holmes, dis-je doucement, avez-vous déjà souhaité pouvoir disparaître si complètement ?» Il réfléchit un moment puis sourit avec une légère lueur d'ironie. « Non, dit-il, je préfère rester vu. Cela rend mon travail plus difficile et donc bien plus intéressant. » Il se tourna vers la fenêtre alors que les dernières brumes matinales s'élevaient vers le ciel, avalées par la lumière du soleil. Et là, le rideau est tombé. 15 jours s'étaient écoulés depuis que le dernier murmure de la baronne de La Fontaine avait disparu des langues de la société londonienne et la vie au 221B Baker Street avait repris son rythme familier. Holmes avait repris ses routines agitées. Jouer du violon par intermittence, longs monologues sur les composés chimiques et occasionnellement un éclat de silence si intense que même le tic-tac de l'horloge de la cheminée semblait intrusif. Mais il restait une note inachevée dans la mélodie de l'affaire. Cela a joué faible et irrésolu dans nos deux esprits. Un matin, alors que janvier touchait à sa fin et que les rues commençaient à dégeler sous la promesse d'un printemps lointain, j'ai trouvé Holmes assis à la table du petit déjeuner, étudiant un petit objet enveloppé dans du papier de soie. Il n'a levé que brièvement les yeux lorsque j'entrai, puis m'a fait signe de le rejoindre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en dépliant ma serviette. Il me l'a tendue en silence. À l'intérieur du papier se trouvait une broche, simple, sans fioriture, à l'exception d'un seul camée sculpté. Une femme de profil, ses traits élégants, son expression illisible. Sur le pourtour, gravé en écriture presque imperceptible, se trouvaient les mots latins « pour éclairer à travers les ombres, à la lumière à travers les ombres ». « Il n'y avait aucune note ?» j'ai demandé. « Seulement la broche », a déclaré Holmes. « Il est arrivé tard hier soir, livré en main propre. L'homme qui l'a apporté est parti avant que Madame Hudson puisse lui demander son nom. J'ai retourné l'objet entre mes doigts. « La baronne ?» Holmes hocha la tête une fois. « Sans aucun doute. C'est le même camée qu'elle portait à la réception de l'ambassadeur. Un héritage familial, je crois. Elle a abandonné tout le reste. Et pourtant, elle a envoyé, pas par sentiment, Watson, mais par intention, pour dire au revoir, Holmes, et expira par le nez. Moins un soupir que l'expression d'une déduction enfin complète. Plus qu'un au revoir. Une confirmation finale. Elle sait que le jeu est terminé, que les masques ont rempli leur fonction et que la vérité, sa vérité, a été enterrée, là où elle doit rester. Il se tourna sur sa chaise, regardant vers la cheminée où le masque argenté de la baronne reposait toujours sur l'étagère. Elle voulait que je voie elle, Watson. Pas seulement le modèle de tromperie, mais le but. C'est pourquoi elle a laissé les indices si précisément placés, pourquoi elle m'a permis de l'apercevoir à la mascarade, de découvrir l'encens, le faux bouton de manchette, les documents dans la cave. C'était un sentier conçu non pas pour se protéger, mais pour protéger le histoire. L'histoire, ai-je demandé, perplexe. Elle savait que quelqu'un devait l'expliquer, ne serait-ce qu'à quelques privilégiés. Elle m'a choisi dans ce but, non pas pour la poursuivre, mais pour la comprendre. Elle avait besoin que sa vérité soit connue, mais qu'elle ne soit pas exprimée à haute voix au tribunal, ni publiée dans le journal. Foi. Elle avait besoin de quelqu'un capable de retracer l'architecture de son évasion, sa logique, et de la considérer comme un miroir, pour que des hommes comme Greaves voient ce qui leur avait été fait. Je me suis assis, considérant le poids de cela. Et pourtant, elle a également veillé à ce qu'elle disparaisse à jamais. En effet, c'était là, Watson, le génie de la chose. Pas la disparition elle-même, mais son irrévocabilité. Elle a brûlé tous les ponts, détruit tous les pseudonymes, effacé toutes les traces, sauf celles qui me menaient.
parce qu'elle savait que je ne le trahirais jamais. Je n'ai rien dit pendant un moment. Il n'y avait rien à ajouter. La vérité, dans sa forme la plus pure, n'a souvent pas besoin d'être développée. Holmes prit doucement la broche de ma main, la plaça dans un tiroir recouvert de velours et la ferma sans cérémonie. « Voulez-vous l'écrire » demanda-t-il, à voix basse. J'ai croisé son regard. « Tu veux dire l'affaire » Il hocha la tête. « Oui, dis-je, mais pas comme une tragédie, comme une victoire, sa victoire. » Holmes s'autorisa le moindre sourire, le genre réservé uniquement aux esprits les plus rares. Bien, qu'il pense qu'elle a disparu, que le monde suppose qu'elle est perdue. C'est ainsi qu'elle sera la plus en sécurité. Alors que je quittai le salon pour commencer à rédiger les dernières lignes de ce que je savais être l'un des cas les plus énigmatiques de Holmes, j'ai jeté un nouveau coup d'œil au masque argenté sur la cheminée. J'y voyais non seulement le reflet d'une femme disparue, mais aussi celui d'un monde entier auquel elle avait échappé, un monde d'attente, de répression et de danger enveloppé de civilité. Elle y avait échappé en devenant ce qu'elle n'avait jamais eu le droit d'être, une ombre selon ses propres conditions, un silence par conception. Et tandis que Holmes prenait son violon et recommençait à jouer, un air grave et lugubre qui dansait comme la lueur d'une bougie dans un théâtre sombre, je savais qu'il ne jouait plus en souvenir, il jouait avec respect.